Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la correction donc, de ce 18 page 236 sur le laser. Donc les lasers sont des sources de lumière monochromatique, et dans les années 60 ils ont trouvé des applications dans de nombreux domaines, etc. Les lasers et l'homme néon sont souvent utilisés dans les laboratoires et dans les lycées. La longueur d'onde de la radiation émise est d'environ 633 nanomètres, et ci-dessous on a en petit a le spectre d'émission du gaz hélium et du gaz néon en petit b ci-dessous. Alors déjà vous voyez ce sont bien des spectres d'émission, puisqu'on a des raies, on a un fond noir, d'accord, et des raies colorées. Du coup, ça prouve bien qu'on a un spectre d'émission. Je rappelle qu'un spectre d'absorption, ça aurait été l'inverse, on aurait eu un fond coloré avec des raies noires. Donc ok, c'est bien un spectre d'émission. Alors, 1A, que signifie l'adjectif monochromatique? Eh bien, on l'a déjà dit, monochromatique, ça veut dire que il n'y a qu'une seule radiation. Alors attention, il ne faut pas dire qu'une seule couleur, ça veut dire une seule longueur d'onde. D'accord? Donc je vous mets ça, hein. Voilà, vous pourrez faire pause pour copier. Le terme monochromatique signifie qu'une lumière n'est composée que d'une seule radiation colorée. Je répète, s'il est faux, si vous mettez que vous avez une seule couleur, je vous considérerais ça comme faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que vous voyez, enfin, si on revient sur l'exo, hein, là vous voyez ça c'est du rouge, ça aussi c'est du rouge, notre œil il fait pas la différence, alors pourtant c'est pas tout à fait la même longueur d'onde. Ok. 1B. La lumière émise par l'hélium est-elle monochromatique? Alors on regarde bien, gaz hélium c'est en petit a, l'hélium, du coup, c'est ce spectre-là. On vient de dire que monochromatique, c'était une seule radiation. Ben, manifestement, c'est pas le cas, hein. Donc là, ce n'est pas monochromatique. Du coup, ça va être polychromatique, puisqu'on a plusieurs radiations. Donc, c'est ce qu'on nous met ici, hein. La lumière émise par l'hélium est polychromatique, car il y a plusieurs radiations. Ok, ensuite. Sachant qu'un seul des gaz est responsable de l'émission lumineuse pour ce type de laser, identifiez ce gaz. Alors là, c'est pas si évident que ça, les deux autres questions là, il faut bien relire tout ça. Donc on nous demande en fait, quel est le gaz parmi ces deux-là qui va être responsable de l'émission de cette longueur d'onde à 633 nanomètres. Et bien si on regarde, donc c'est un laser hélium-néon, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un petit peu des deux dedans. Est-ce que 633 nanomètres, alors 600, là c'est 650, bah là on voit qu'entre 600 et 650 il n'y a absolument rien. Donc ça peut pas être le A, c'est pas l'hélium du coup. Par contre, petit b, néon, on voit que là, on a plein de radiations entre 600 et 650, donc il y en a bien une qui doit correspondre à 633 nanomètres. D'accord? C'est ce qu'on nous dit, hein, cette radiation n'est présente que dans la lumière du néon, qui est donc responsable de l'émission de la radiation du laser. C'est-à-dire que ça va se passer dans le laser, alors c'est compliqué, un laser, la façon dont ça fonctionne, mais l'émission va se passer en tous les cas avec du néon, puisque bah, l'hélium, c'est pas possible, il n'en émet pas. Ensuite, question 3, décrire le spectre d'émission d'un laser hélium-néon. Alors attention, on ne confond pas tout. On relit, hein, les lasers hélium-néon sont utilisés, la longueur d'onde de la radiation émise est d'environ 633 nanomètres. Donc déjà on nous dit de la radiation émise. Ça veut dire qu'il n'y en a pas plusieurs, donc ça va être, du coup, monochromatique. Ça ne peut pas être polychromatique. Donc il n'y aura qu'une seule radiation, et où? 633 nanomètres. Donc voilà, si on écrit ça, voilà, hein, une seule radiation, 633 nanomètres du coup c'est du rouge, et si je vous avais demandé de le représenter, vous auriez pu mettre quelque chose comme ceci, c'est-à-dire 633 mettre un trait rouge. Alors, vous n'avez pas à connaître, bien évidemment, pour chaque nanomètre, combien ça va, pour chaque longueur d'onde, hein, quelle couleur ça va correspondre. En revanche, vous devez savoir que 400, c'est à peu près du violet, puis du bleu, hein, 450. Là, autour du 500, du jaune, puis vert, et ici, orange, puis rouge. D'accord? Je rappelle aussi que vous avez à savoir, en dessous 400, c'est UV, et au-dessus 700, enfin 800, au-dessus 800, c'est infrarouge. Voilà ce que vous avez à savoir. On passe du coup à l'exercice suivant. Alors le suivant, c'est le 21 du coup. L'exoplanète Proxima b est située à 4,24 années-lumière de nous. Alors on n'a pas vu ça en classe, hein. Vous n'avez pas à connaître ça, mais par contre on peut faire des exercices avec si on vous redonne la définition. En l'occurrence, ici, regardez les données, l'année-lumière est la distance parcourue dans le vide par la lumière en une année. Donc j'imagine que vous avez déjà entendu cette expression, hein. Du style il est à des années-lumière de ce qui se passe, ou des trucs comme ça veut dire que c'est très loin. Bon bah là on va voir que c'est une vraie définition. Donc l'année-lumière est la distance parcourue dans le vide par la lumière en une année. Bah, vous émettez de la lumière, hein, avec n'importe quoi, un laser, une étoile,
Cette lumière, elle va se propager, et elle va très vite. Vous vous rappelez, on a dit que c'était 300 000 km par seconde, ou 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc ça, c'est en une seule seconde, elle fait 300 000 km, c'est déjà énorme. Là, on se pose la question de combien ça fait en un an, du coup. Si on la laisse parcourir en un an, elle va tout droit, hein, dans l'espace, par exemple, quelle distance elle parcourt? Petit 1, du coup, calculer la distance parcourue par la lumière en une année. Bon, je viens de le dire, on a 300 000 km par seconde. Une année, on ne sait pas combien ça fait de secondes comme ça, par contre on sait le calculer. Alors ça va faire des très grands nombres, mais vous savez que dans une année, on a combien de jours? On en a 365. Alors plus précisément, si on veut être rigoureux, vous savez qu'il y a des années bissextiles, tous les 4 ans on rajoute un jour. Vous savez, le 29 février. Donc en fait, si tous les 4 ans il y a un jour de plus, ça veut dire que chaque année il y a un quart de jour en plus. Hein, c'est comme si on avait 365,25 jours par an, sauf que le virgule 25, on le reporte, on le met tous les 4 ans, ça fait un jour de plus. Voilà. Bon, ça c'est un petit détail, mais dans la définition précise de l'année-lumière, c'est comme ça qu'il faut faire le calcul. Donc 365 jours,25, puis dans une journée, eh bien, on a 24 heures, dans une heure, on a 60 minutes, et dans une minute, on a 60 secondes. Du coup, il va falloir faire 365,25 fois 24 fois 60 fois 60, et ça nous donne le nombre de secondes qu'il y a dans une année. Une fois qu'on aura ça, on sait qu'on a V égale D sur T, et donc si je veux calculer la distance, je fais V fois T, hein, V fois delta T. La vitesse de la lumière, du coup, c'est 300 000 km par seconde, fois T en secondes qu'on vient de faire. Alors, ça donne quoi en images? Parce que c'est vrai que là, je parlais sans correction, entre guillemets, c'est peut-être plus pratique avec la correction. On a dit, donc vous vous rappelez, hein, V égale D sur T. Du coup, la distance parcourue par la lumière, c'est V fois T. Donc c'est ce qu'on met là, hein, V fois delta T. La vitesse de la lumière, on a dit 3 10 puissance 8. Et delta T, il faut savoir combien ça fait de secondes en une année. Donc c'est 365,25 fois 24, parce qu'on a 24 heures dans une journée, fois 60 fois 60, et ça fait 3600. Ok. Et donc ça nous donne 9,47 fois 10 puissance 15 mètres. Donc globalement de l'ordre du million de milliards de mètres. C'est énorme bien évidemment, mais vous voyez que ce qui est pratique, c'est qu'après on pourra dire une année-lumière, ça nous donne une unité de distance qui permet de simplifier les calculs quand on parle de grandes distances. Donc ça, vous n'avez pas ça à savoir bien évidemment, par contre je pourrais vous redemander de faire ce calcul éventuellement dans un futur devoir. Ensuite, je voudrais juste réfléchir un petit peu au vocabulaire. Vous voyez, on parle d'une année-lumière. Donc quand on dit une année-lumière, on a l'impression que c'est un temps, c'est une durée, comme une année. Alors qu'en fait, une année-lumière, c'est bien une distance. C'est la distance parcourue par la lumière dans le vide. D'accord? Donc attention à ce petit point de vocabulaire qui peut prêter à confusion. Ensuite, à quelle distance se trouve Proxima b de notre Terre? Alors on nous dit 4,24 années-lumière. Donc vous voyez, finalement, là c'est assez simple à comprendre. C'est une exoplanète, donc c'est l'exoplanète la plus proche de nous. 4,24 années-lumière. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un sur cette planète-là qui, avec un rayon laser, pointe la Terre vers nous, parce qu'il aurait envie d'envoyer la lumière vers nous, alors il faudrait un très gros laser, bien évidemment, mais bon, eh bien cette lumière mettrait 4,24 ans à venir jusqu'à nous. Donc il n'y a rien qui va plus vite que la lumière, hein, et du coup, s'il veut nous envoyer un message avec ça, juste nous dire bonjour, et il envoie le message, nous on le reçoit 4,24 années plus tard. Et déjà c'est pas très pratique. Nous, on va le recevoir, même si on répond tout de suite, ça va remettre 4,24 années-lumière à repartir, enfin 4,4 ans, pardon. Donc en gros, 8 ans et demi. Voilà. S'il y a quelqu'un sur cette planète qui nous envoie juste bonjour, il peut espérer avoir une réponse de bonjour 8 ans et demi après. Bon, on y reviendra à la fin. À quelle distance se trouve Proxima b de notre Terre? Et du coup, on vient de dire qu'une année-lumière, c'était 9,47 fois 10 puissance 15 mètres. Donc tout simplement, je multiplie, hein. Ça fait 4,24 fois 9,47 fois 10 puissance 15. Si ça avait été 2 années-lumière, vous auriez fait x2, 3 années-lumière, vous auriez fait x3. Bon là c'est 4,24, on fait 4,24. Et donc ça fait 4,01 fois 10 puissance 16 mètres. Il n'y a pas d'intérêt spécialement à trouver ce résultat, si ce n'est de montrer que, vous voyez, c'est compliqué à manipuler. Si je vous dis Proxima b, elle est située à 4,01 fois 10 puissance 16 mètres,
allez me dire ok c'est loin, mais bon, on voit pas trop ce que ça fait. Par contre là, si je vous dis c'est 4,24 années-lumière, ah bah vous comprenez que la lumière met 4,24 années à y aller, et donc c'est à la fois loin et relativement proche. Alors pourquoi je dis que c'est relativement proche? On en reparlera en cours. Toutes les étoiles que l'on voit dans le ciel, hein, le soir, elles sont au moins à des dizaines d'années-lumière, et pour la plupart des centaines d'années-lumière. Donc 500 ans, 800 ans, etc. C'est-à-dire que vous regardez une étoile, et elle est située à 800 années-lumière. Donc la lumière que vous voyez, elle a mis 800 ans à venir jusqu'à nos yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette étoile, ça se trouve, elle s'est éteinte. Ça se trouve, elle a explosé, elle était en fin de vie, mais nous, on ne le voit pas encore. Si par exemple, elle explose aujourd'hui même, eh ben nous, on le verra que dans 800 ans. Il y a un décalage, vous voyez, puisqu'il n'y a rien qui va plus vite que la lumière, et donc on ne peut pas le savoir plus tôt que ça. Autre problème, si jamais il y a quelqu'un sur ces planètes-là, donc à 800 années-lumière, qui regarde vers nous, eh ben il va pas voir, il va pas nous voir tel qu'on est aujourd'hui, il va nous voir, lui aussi il est situé à 800 années-lumière de nous, hein, donc il va nous voir 800 ans en décalage, donc autour des 1200. Il va voir ce qui se passait en 1200, il va pas voir ce qui se passe en 2021, d'accord? Et nous aussi, si jamais on regarde par là-bas, eh ben on verra pas ce qui se passe au moment même, on verra tout ça avec un décalage de 800 ans. Et en plus, si jamais il y a quelqu'un, si jamais il y a des personnes sur cette planète-là, eh bien, si vous envoyez un message, il va mettre 800 ans à arriver. Et si les gens vous répondent là-bas, il va remettre 800 ans à revenir, donc 1600 ans pour faire juste un simple message. Donc vous voyez qu'une communication avec des éventuels extraterrestres semble totalement impossible, ou extrêmement compliquée, puisque finalement, je vous dis, la majeure partie des étoiles que l'on voit dans le ciel sont situées à plusieurs centaines d'années-lumière. Enfin, pour finir, celles-ci, elles sont situées donc à des centaines d'années-lumière, et c'est celles qui sont dans notre galaxie, la Voie lactée, qui sont les plus proches. Toutes celles qui sont en dehors de notre Voie lactée, donc de notre galaxie, qu'on voit beaucoup moins, c'est plusieurs milliers d'années-lumière, millions d'années-lumière, voilà. Donc là, vous n'avez strictement aucune chance d'espérer communiquer avec d'éventuelles personnes là-bas, puisqu'il faut des millions d'années pour envoyer un message, et qu'on vous envoie la réponse en retour. Donc là, c'est impossible. Et en plus, vous voyez tout ça avec un décalage. Hein, par exemple, nous, il y avait des dinosaures il y a 65 millions d'années, donc s'il y a quelqu'un qui est sur une planète située à 65 millions d'années-lumière, il regarde la Terre, et ben il voit des dinosaures. Et il se dit, ok, bah il y a personne là-bas, bon, il y a juste des dinosaures, quoi. Et alors qu'en fait, ben nous, on est là, d'accord? Et le temps que nous, il nous voit, ben ça va prendre 65 millions d'années, du coup, nous, il y a bien longtemps qu'on sera plus là, et donc on pourra pas lui répondre sans doute. Bon, bref, vous avez compris le principe, on y reviendra en classe. Voilà pour ces deux exercices. Ce genre de petits trucs sur les années-lumière, je répète, vous pourrez l'avoir en devoir, mais c'est pas exigible. Je peux pas vous demander la définition, vous n'avez pas à connaître la valeur, là, 9,47 bien évidemment, mais je peux vous redonner des calculs de ce type à faire en devoir. Voilà, bon courage.